Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Émévé. J'ai le plaisir de retrouver Jean-Marc Joly, que nous avons déjà rencontré lorsqu'il avait fait une petite vidéo pour nous expliquer le chartrier d'Émévé, qui était dans un article de notre revue numéro 10. Il fait beau, on en a profité. Je ne suis pas venue toute seule aujourd'hui. Il y a plusieurs membres de Généa 50. Vous allez voir. Voilà, c'est notre petite sortie estivale. Et donc, Jean-Marc nous fait plaisir donc de nous accueillir ici. Et Jean-Marc, peux-tu m'expliquer pourquoi nous sommes ici? Voilà. Alors, bienvenue à Émévé. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette commune qui m'est chère, dans laquelle je vis depuis 30 ans maintenant. J'ai trouvé pour cette visite, au niveau symbolique, qu'il était intéressant de débuter notre visite sur un site emblématique. On se trouve là, précisément sur la voie antique Alona-Cossedia, qui est une voie qui a été très bien documentée et qui est très bien, dont on a une perception dans les paysages encore très présente, sur plusieurs portions, et à Émévé en particulier. Et donc nous sommes là sur le gué qui était franchi à l'époque gallo-romaine par les charrois, les habitants, les gens, les agriculteurs et autres, et les légions romaines peut-être, pourquoi pas, ici même. Donc à l'emplacement d'un gué. Alors ça me fait tout de suite penser que effectivement, il nous faut expliquer un petit peu l'origine de ce nom Émévé, très original, comme disent nos amis bretons. Pour le prononcer Émévez, mais il n'en est rien. C'est vraiment Émévé. Alors il y a la commune a eu tout au long de son histoire une grande évolution de son nom, de sa dénomination. Au niveau de l'histoire, il a été un temps question d'Anneville-Émévé, puis récemment, plus récemment, donc on a gardé le nom Émévé. Alors d'où vient ce nom Émévé? Les linguistes attestent maintenant de manière certaine qu'Émévé signifie les gués, et ça c'est important, des habitants du Ham, parce que nous sommes effectivement une commune Émévé est une commune limitrophe de Le Ham, juste de l'autre côté du Merderet. Enfin, c'est précisément Urville ici, mais nous jouxtons aussi la commune du Ham. Et donc tout ça pour vous dire que une partie de la commune d'Émévé faisait partie intégrante de la commune du Ham, certainement au temps d'une abbaye d'âmes qui existait sur le Ham. Et l'autre partie s'appelant Anneville. Voilà, alors les gués des habitants du Ham, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a certainement d'autres gués sur le Merderet et la Sinope. Alors, la petite Sinope, parce que c'est une autre rivière qui porte le même nom, là, qui se jette à Kinéville. Mais là, on a la petite Sinope. Sur ces rivières, il y avait certainement d'autres gués, parce que donc les gués, au niveau de la transcription, des gués qui restent. Alors certains ont certainement disparu définitivement parce que la Sinope son cours a été modifié au cours de l'histoire, et donc on le retrouvera pas. Mais sur le Merderet, parce qu'il s'agit du Merderet là, qui prend sa source au nord de Valognes et qui se jette dans la Douve, et qui elle-même se jette dans la baie des Vets, qui était autrefois Merderet, autrefois navigable, sur laquelle il y avait des pêcheries, en particulier. Donc il nous reste des gués à trouver. C'est un challenge là qu'on se fixe, les historiens locaux, de les retrouver dans un avenir proche. Très bien. C'est le seul vestige gallo-romain que vous avez ici, où il y a des voies. Alors, on a la chance d'avoir le tracé quasiment précis au mètre près, du nord au sud d'Émévé, parce que la voie traverse du nord au sud, la voie antique traverse du nord au sud le territoire de la commune. On a encore un magnifique promontoire, on a quelques traces de cavés et de chaussées, d'existants chaussées qui n'existent plus, mais dans le paysage, on voit encore très très bien cette voie antique.
On a D'accord. cette chance-là. Comme dans d'autres communes jusqu'à Cossélia. Tout à fait. Et si je me trompe pas, je crois que la voie, en fait, on va aller voir l'église maintenant. Voilà. La voie passe le long de l'église Alors, des Mévés. Comment dirais-je, une voie dépendante de cette voie antique principale, qui est devenue après, dans beaucoup de communes, le chemin royal. Du chemin royal, de la voie antique, partaient plusieurs voies, dont une effectivement qui jouxte l'église des Mévés et, à l'époque, le manoir seigneurial. C'est peut-être une voie antique elle aussi, mais pas attestée encore. D'accord. Bah, on y va? Avec plaisir. Donc nous voici devant l'église. Peux-tu nous dire par quoi nous allons commencer? S'il y a un ordre chronologique que tu veux suivre ou Tout à si fait. nous commençons... Alors, il va falloir faire des choix, effectivement, parce qu'on est devant un lieu historiquement très riche de la commune, comme d'ailleurs beaucoup de communes, avec des événements assez forts qui s'y sont déroulés tout au long de l'histoire. J'évoquerai en particulier Gilles de Gouberville, qui connaît bien Mévé, qui est venu plusieurs fois à Mévé. Et dans une histoire plus récente, on évoquera aussi un événement douloureux de la dernière guerre mondiale, au moment du 6 juin 1944. Mais avant cela, moi je te propose qu'on rentre dans l'église pour découvrir sa statuaire exceptionnelle. Mais quelques mots quand même au niveau de son histoire. Donc c'est une église qui a été fortement remaniée au XVe siècle, qui est très certainement sur les bases d'une chapelle peut-être dépendante du moine seigneurial, ça reste à avérer, remaniée et puis enrichie d'une statuaire qui est maintenant reconnue au niveau national, dans le sens où elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Certaines statues sont classées monuments nationaux. Et du coup, voilà, donc on va commencer par l'église. J'évoquerai aussi le cimetière, dont on a à propos de lequel on a quelques monuments assez emblématiques aussi. Je pense à 2 tombes de 2 curés, un oncle et son neveu, et un curé qui en particulier est à l'origine de conférences ecclésiastiques qui sont des documents exceptionnels, qui nous font un état de la religiosité, on va dire, dans les communes, comme c'était commandé par l'évêque d'alors. Voilà. Alors, ne nous livre pas tout. On va rentrer à l'intérieur et avec plaisir. on va découvrir ça. Une terre bien tranquille. Je te précède. Vas-y. Voilà, je te laisse prendre quelques plans, puis on va découvrir cette église, donc fortement remaniée, comme je vous le disais, mais est récemment restaurée au niveau de ses enduits intérieurs en particulier. Ça date de 2019, donc c'est récent. Ça nous a permis de faire de belles découvertes. J'y vais ? Vas-y, nous te suivons. Du coup,
je vais vous proposer une petite visite là de ce qui est de morceaux. On va y avoir des morceaux choisis un petit peu parce que c'est tellement riche hein, au niveau mobilier cette église. Et puis l'histoire de quelques monuments là que l'on retrouve, qu'on trouve donc dans cette chère église. En tout premier lieu, je voudrais vous alerter là sur notre belle statue, d'ailleurs qui a été la vedette d'une belle exposition qui s'est déroulée à Cherbourg il y a quelques temps, hein, à Archéo-Cotentin, que vous connaissez tous, je pense. Hein. C'est notre Saint-Lô, notre saint patron, hein, patron secondaire, on le dit. Alors, il y a une statue qui a une belle histoire parce qu'il se trouve qu'on a la marque du compagnon qui l'a sculpté au dos et ça date. Donc, 16e siècle. Et statue qui a une bout de son histoire qui a souffert d'un passage de mode, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, qui a été retrouvée à l'occasion du creusement d'une fosse dans le cimetière. Elle avait été mise au rebut, là, et on l'a retrouvée à l'occasion donc d'un enterrement. Autre chose aussi, là on a donc des reliquats de statuaires que chacun connaisse, hein, le Saloir, donc on avait certainement un Saint-Nicolas hein, qui était présent ici. Saint-Dominique, qui lui aussi a fait l'occasion, alors peut-être du fait de la disparition d'une de ses mains, a été aussi lui mis au rebut et retrouvé au chevet de la sacristie en 1974 précisément. Voilà pour. C'est au moment de la Révolution qu'il a enterré la statue. Il n'y a pas de lien forcément, mais il se trouvait qu'effectivement, selon l'époque, certains saints, certaines statues passaient un peu de mode, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ma foi a été mise de côté, au profit de statues plus récentes, plus classiques. C'est vrai qu'on a là, des statues, hein, Sainte-Bernadette et Saint-Benoît, qui sont beaucoup plus récentes, qui étaient à l'époque au goût du jour. Alors, quelque chose à signaler, en particulier, effectivement, les épigraphies hein, qu'on a en plusieurs endroits de l'église hein, qui rapportent l'existence, la vie, qui relate la vie de seigneurs locaux. Je voulais aussi, autre morceau choisi, c'est à l'occasion d'une restauration de l'église qui est assez récente, donc 2019, comme je le soulignais, c'est la litre, hein, je ne fais pas erreur, qui se trouvait tout autour de l'église et sur le chemin de laquelle on avait les blasons des familles seigneuriales, des seigneurs des nobles de la commune. Donc on l'aperçoit à plusieurs endroits. Au moment de la restauration, on a voulu garder cette trace de litre seigneuriale. Alors, effectivement, certainement, selon les historiens locaux, un des objets les plus anciens de l'église, qui est un réemploi, on suppose, ça reste à vérifier dans le détail, que les fonds baptismaux de l'église sont pour une partie issus d'une colonne romaine. Avec un réemploi, comme on en a dans beaucoup d'églises, hein, et des églises du secteur d'ailleurs. Voilà. Voilà pour cette partie. On continue d'avancer. Alors, un monument aussi emblématique de cette église, c'est notre Christ en croix, qui a été restauré il y a quelques années, qui avait été, comme on disait à l'époque, ripolliné, hein, plusieurs couches de peinture, il a été magnifiquement restauré. Et c'est certainement le Christ de la Perque qui devait exister à l'entrée du chœur. Magnifique Christ, moi que je trouve très
très expressif, une qualité de la sculpture qui est exceptionnelle et qui là maintenant est un peu mieux mise en valeur qu'il ne l'était. Donc du coup, Jean-Marc, sais-tu de quelle époque date le crucifix? Eh bien, il est daté du XVIIe siècle, hein, selon les caractéristiques stylistiques, on va dire, hein, de cette sculpture. XVIIe siècle. Voilà, nous continuons à avancer. Donc, on a aussi une magnifique statue intitulée L'éducation à la Vierge, hein, très, très très belle, sur un autel à l'entrée du chœur. De l'autre côté, on a la Vierge enfant, hein, qui elle aussi est reconnue comme étant une statue de belle facture, bien inventoriée, hein, par les services du département, et que l'on trouve tous très coquette. Alors, autre monument, on évoquera la chapelle tout à l'heure, qui me semble, je trouve très intéressant, ce sont les gisants qui ont été, au niveau de leur histoire, eux aussi ont subi pas mal de vicissitudes, certainement installés dans des amphis à l'origine, ressortis au moment de travaux dans l'église. Ils étaient jusqu'à maintenant, jusqu'à 2019, 2020, incorporés à l'entrée du portail du cimetière, soumis aux intempéries, et Dieu sait s'ils étaient devenus, s'ils étaient dans un très mauvais état. En particulier, le gisant d'ecclésiastique était en plusieurs morceaux et se dégradait d'année en année. Et le choix a été fait à l'époque, hein, de les remettre dans l'église. Alors on n'a pas, au moment de la restauration de l'église en 2019, on n'a pas retrouvé les traces d'enfeux, mais avant le grand bouleversement du XVe siècle, il y avait certainement ces enfeux. Alors ces gisants sont assez remarquables dans le sens où on a, pour le plus grand d'entre eux, un ecclésiastique. On a deux gisants féminins, qu'on reconnaît tous vite, hein. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas, à la différence d'autres gisants, à taille humaine. Alors, plein d'interprétations. On imagine que ça peut être des cœurs, des parties, hein, du corps, ou alors tout simplement, il y a eu aussi des raisons économiques qui ont fait que les gisants étaient de cette taille. Et le dernier gisant très intéressant, c'est un gisant dansant, qu'on reconnaît tout de suite, facilement, là, qu'on voit dans ses langes. Hein, et là, bon, moi je suis assez fier là, de cette mise en valeur, parce que je ne vous cache pas que dans le portail, ils étaient même enterrés sur un tiers, parce que l'allée du cimetière, au cours de l'histoire, a été rehaussée, puis il commençait à devenir complètement invisible. Là, ils sont protégés pour l'avenir, peut-être pas pour l'éternité, mais encore pour l'avenir. Bien mis en valeur. Voilà. Alors, on continue. À l'occasion de la restauration, on a eu la bonne surprise de dégager une belle niche dont on voit encore la polychromie d'origine. Alors, on a fait le choix de les réouvrir et d'installer des statues qui étaient auparavant sur socle. Alors, on a ici un évêque qu'on a longtemps appelé le Petit Saint-Lô, mais qui s'avère, selon les historiens locaux, que c'est un évêque qui n'est pas identifié pour le moment. On a un défi à relever. En face, on a Sainte-Catherine. Voilà, donc on a des restes d'un hôtel. Les restes, malheureusement, donc on imagine la majesté de cet hôtel qui était devant nous, hein, parce que l'hôtel actuel est beaucoup plus récent. Que vous dire encore? Cette niche-là, il y a quelques... Alors oui, à l'époque, moi j'ai voulu, justement par rapport à cette restauration et ce bouleversement au niveau de la construction, j'ai voulu garder
des pièces alors d'avant, on va dire, qu'on a retrouvées. Et là, on voit très bien des fragments de colonnes d'avant la reconstruction du XVe siècle. Là, on a certainement un ancien, comme on le voit ici, une ancienne petite sculpture qui servait en réemploi, dans la construction. Donc là, il y a une mini-exposition qui nous rappelle un petit peu que cette église a été profondément remaniée aux alentours du XVe siècle. Alors voilà, autre partie de l'église très intéressante, on a la chapelle seigneuriale, qu'on repère tout de suite à cette construction qui faisait que le seigneur et sa famille pouvaient assister à l'office bien indépendamment de la population. Donc on le retrouve dans pas mal d'églises. Et là, donc, il est actuellement bouché, mais on a cette trace-là. Alors, autre chose dans cette petite chapelle, le confessionnal, moi, que je trouve intéressant dans le sens où on a le blason de la famille de Lamontango de Flers, qui est bien signifié au sommet. Blason qu'on retrouve à différents endroits, sur les vitraux, juste derrière, et donc sur des tombes. Des reliquaires, comme beaucoup d'églises. Alors, on a un peu expertisé avec le père Leblond, que je me plais à citer, et puis Elisabeth Marie, qui travaille donc pour la CAOA. Des reliquaires de martyrs, des reliques de martyrs. On aurait aussi des reliques de Saint-Lô, notre saint patron, dans un deuxième reliquaire, dans une petite médaille. Plusieurs épigraphies très intéressantes, donc sur des seigneurs du lieu, un prêtre, là, ici, parce qu'il faut savoir effectivement que l'église, sous nos pieds, ont été enterrées des dizaines et des dizaines de personnes, d'ecclésiastiques, de nobles. On a plusieurs mentions de curés en particulier qui ont été enterrés et de nobles dans cette chapelle et dans l'église, dans le cœur de l'église. Et lors de travaux de restauration des bancs d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'on a retrouvé quelques ossements. Que vous dire encore? Tout à fait. Pied de colonne, voilà. Magnifique, avec des traces de polychromie. Il faut imaginer une église, l'air d'église colorée, et là on a encore des traces de polychromie. Voilà. Donc l'autre reliquaire est par là, c'est ça? L'autre reliquaire, effectivement, que je citais, on va pouvoir le voir, il est juste là. Avec, on a mis en valeur donc les fragments d'eau qui seraient donc de notre saint patron. Voilà. Alors, effectivement, les registres. Voilà, des vieux, comment on va dire, des livres de chant, qui étaient certainement. Alors, cette église, comme beaucoup, a perdu beaucoup de ses richesses, de ses trésors au cours de l'histoire. On évoquait la perte tout à l'heure. Il y avait certainement un lutrin, j'imagine bien qu'on avait un lutrin, certainement en bois sculpté, où reposaient ces fameux livres de chant. L'antiphonaire, qu'on garde précieusement ici. Que vous dire encore? On va remonter un petit peu dans le temps avec le chemin de croix qui n'a rien d'exceptionnel, mais que je trouve assez beau, qui a été restauré, beaucoup plus récent lui, effectivement, 19e, 20e siècle. On a là une série
historiques de mobilier qui nous montrent la vie dans cette église tout au long de l'histoire. Parfait. Voilà. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est de passer à l'extérieur, parce qu'on a aussi des choses extrêmement intéressantes. Alors oui, juste avant quand même, faut pas l'oublier, on lève la tête. On a un lustre là qui demande à être restauré, mais qui est classé monument historique, et qui est lui évoqué du 18e siècle, pardon, 18e siècle, et on aperçoit une main au-dessus. Demanderait une petite restauration, ça viendra peut-être un jour. Donc je vous propose effectivement d'aller découvrir le cimetière qui lui aussi comporte les extérieurs de l'église. Et le cimetière qui comporte des choses des trésors très intéressants. On te suit. Je sais pas, vous connaissiez la litre seigneuriale? Moi je trouve ça. Et à plein d'endroits on avait les blasons. Alors on a plein de trésors disparus, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, en particulier des fresques derrière l'autel, mais qui ont complètement disparu, qu'on n'a pas retrouvées. Oui, alors c'est plus récent, mais c'est pas inintéressant, hein, le bénitier de l'entrée de l'église. Alors, On commence par là. tout à fait. L'entrée de l'église. Voilà l'entrée historique de l'église avec un porche très intéressant au sommet duquel on a aussi la statue d'un évêque non identifié. Ça reste à confirmer, à attester, à identifier. Et puis vous verrez par rapport aux reconstructions au remaniement que j'ai évoqué, on a pas mal de renfois particuliers. Ah oui. Cette pièce-là, qui appartenait, qui vient de l'ancien édifice. On en a plusieurs comme ça dans la façade. Alors, lors de la restauration, on s'était forcé de ne faire que ce qui était nécessaire. C'est pour ça qu'on a gardé, vous voyez, là ça a été restauré, mais on a gardé ces joints travaillés par le temps, mais qui sont en très bon état. On a voulu, avec l'entreprise spécialisée, là, on a fait que ce qui était nécessaire. Encore une ancienne porte, et moi ce que je trouve intéressant, c'est cette pierre en remploi là. Tout à fait. Qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle qui est dans la piscine à l'intérieur, dans le chœur. Alors de manière anecdotique, mais c'est pas sans intérêt. Moi, ça me passionne assez personnellement. C'est tous les graffitis qu'on peut voir sur les édifices. Là, c'est très anecdotique, mais il est beaucoup plus récent. Il date de 1953, 22 février 1953. Il était à la base d'un support pour une ligne électrique. Maintenant, l'église est alimentée en souterrain, mais il y avait une ligne électrique qui passait là. Et là, on reconnaît monsieur Le Boyer et le Danois, Le Boyer, pour l'information de tous. C'est un ancien maire de Valognes, qui était aussi technicien
dans le domaine électrique. Et alors Celui-là est plus intéressant. beaucoup plus intéressant, on a Tout à voyé fait. des graffitis 1656. Ouais. On aperçoit un personnage, un calvaire, ici, une croix. Et au-dessus aussi. Au-dessus aussi, des juste végétations. là, on a des choses extraordinaires. Graffiti très très ancien. Alors là, on est donc à côté de la sacristie, qui est une construction plus récente, un 18e siècle, D'accord. qui a été rajoutée, et c'est ce qui fait d'ailleurs que les vitraux derrière l'hôtel sont pas forcément, ne bénéficient pas forcément du meilleur éclairage, du fait de l'installation de ces sacristies a posteriori. Donc là, nous avons des tours Alors, anciennes. Exactement. Vous allez les montrer, je Je pense. vais tout à fait. Je voudrais mettre l'accent sur deux ensembles là que je trouve particulièrement intéressants personnellement, mais il y en a plein d'autres, hein, mais on pourrait y passer beaucoup de temps. En particulier le premier qui se Des tombes de prêtres, je dirais. ces deux tombes en élévation. Il s'agit de deux tombes de curés du lieu, de curés du lieu, les Halley, un oncle et son neveu. Et moi, Léonore Halley en particulier, m'a touché particulièrement parce qu'il a été l'auteur de 2 conférences ecclésiastiques qui sont des documents extrêmement intéressants, qui nous parlent de l'état religieux de la commune et qui nous font découvrir des choses extraordinaires sur la vie communale. Et il n'était pas rare à l'époque que le neveu succède à son oncle. Dans plusieurs communes, ça s'est passé comme ça. Une autre partie intéressante, c'est ce qu'on appelle, nous, à Émézé, le carré de Flers. Alors, la famille de la Montagu de Flers, seigneur d'Émézé, avait son carré, autrefois entouré voilà. d'une grille. On en a quelques traces. Et s'il y a une tombe dans ce carré de Flers qui me touche particulièrement, c'est bien celle de Georgette. Georgette de la Montagu de Flers. Morte pour la France. Effectivement, Georgette était infirmière. Elle est d'ailleurs, je le signale déjà, inscrite sur notre monument aux morts. On va pouvoir le voir tout à l'heure. Elle allait tous les jours. J'ai retrouvé ça dans un journal qu'avait écrit l'une de ses tantes. Tous les jours, plusieurs fois par semaine en tout cas, à Valognes, dans un hôpital pendant la Première Guerre mondiale, au début en tout cas, soigner donc des poilus qui étaient ramenés du front. Et elle est décédée d'une maladie contractée pendant son service. Et donc elle se trouve, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est une femme dont le nom est inscrit Pour la France. Morte pour la France, inscrit sur le monument aux morts de la commune. Voilà. Autrement, plein d'autres trésors. On peut peut-être terminer par la stèle qui relate, qui est dans le cimetière, inclus dans le cimetière, qui relate un événement douloureux de la Deuxième Guerre mondiale. On va aller la voir. Alors au passage, oui, je m'excuse, petit retour en arrière, on a quand même Magnifique. un magnifique blason de la famille de la Montagu de Flers, hein. Mens Constantia, la devise de la famille, qui est encore magnifiquement conservée. Tout à fait. La stèle donc.
très très belle aussi. Là, cette stèle elle a été érigée en 2004, si c'est erreur. Et suite à la découverte d'un événement qui n'avait pas été, qui avait été tu, on va dire, hein, dont on n'avait pas beaucoup parlé, et qui relate donc un fait douloureux là, du 6 juin 1944 sur la commune. Un stick de parachutiste américain s'est trouvé, comment dirais-je, parachuté sur le territoire, bien loin de sa drop zone prévue. Et il faut savoir que le château, nous allons aller tout à l'heure, était occupé par des différents, par une garnison allemande, plusieurs détachements, des géologues, etc., mais surtout des hommes de troupe aussi. Et du coup, ces parachutistes ont été capturés. Enfin, il y a eu des échanges de tirs dans un petit bois qu'on appelle le bois de la Sauderaie, qui demeure toujours en place. Et d'ailleurs, au niveau communal, à l'époque, on avait classé, entre guillemets, comme patrimoine remarquable. Et il y a eu donc des décès là-bas, mais surtout, il y a eu des prisonniers qui ont été ramenés au château pour être interrogés, dépouillés, interrogés. Et pour faire croire à une mort en cours de combat, ont été ramenés sur place et littéralement exécutés. Et cette histoire nous est parvenue de manière assez fortuite, par la découverte en particulier d'un film dans les archives américaines qui relate l'exhumation des corps pour leur transfert à Sainte-Mère-Église dans un cimetière provisoire. Et depuis, chaque année, on honore ces parachutistes morts pour la France, en particulier lors d'une cérémonie assez émouvante qui se déroule chaque 6 juin. Voilà. On va faire un petit retour en arrière pour aller à l'entrée et évoquer quand même, c'est assez important, notre gentilhomme campagnard Gilles de Gouberville, qui connaît bien Aimévé. Voulu vous ramener ici parce qu'on a, en relation avec le Pays d'Art et d'Histoire, il y a maintenant quelques années là, on a fait travailler un illustrateur que j'apprécie beaucoup, moi, qui s'appelle Kevin Bazot, avec qui on a échangé régulièrement pour essayer de lui faire reproduire une scène qui est relatée dans le journal de Gilles de Gouberville. Dans le journal de Gilles, notre gentilhomme campagnard, il est fait mention d'Aimévé à maintes reprises. Et en particulier, il évoque un baptême, le baptême de la petite Marie de Sainte-Mère-Église, qui est relaté ici, avec la présence d'une dame de Bricbec et ses servantes qui ont assisté à ce baptême, qui a dû se dérouler en fin d'après-midi, parce qu'il Gilles évoque un repas fait aussi au manoir Signorella juste après. Et vous voyez, on a essayé de reproduire avec Kevin, tous les éléments qu'on avait en notre possession. On n'a pas fait apparaître la sacristie, qui a été construite plus tard, au XVIIIe siècle. On a fait apparaître la litre seigneuriale que j'évoquais. Il a même mis l'emplacement d'un petit blason seigneurial. On a imaginé cette voie qu'on évoquait tout à l'heure, qui part de la voie antique à l'Ona-Cossédia, qui allait se diriger vers le Ham, et qui longeait le manoir seigneurial avec ses tours, dont une subsiste actuellement, on va la voir tout à l'heure. Enfin, on a imaginé, on est allé très loin, j'insiste parce que je trouve intéressant la démarche qui a été faite là. Pour imaginer, on a essayé de respecter aussi la saison par rapport à la date du journal. Et puis la configuration du cimetière planté de pommiers,
comme ça existait. Hein. Voilà. En l'occurrence, vu la date, ils ne sont pas en fait. Et des tombes très rares, finalement. Très rares. Beaucoup de tombes, c'était simplement des petits monuments en bois. Hein, donc on est allé avec Julien, hein, très loin dans l'essai de reconstitution du paysage de l'époque. Voilà, Gilles de Gouberville donc, connaît bien Mévé. On dit qu'il avait l'une de ses cousines, mais Gilles avait beaucoup de cousines. Et on parle aussi, mais ça reste à approfondir, à tester, de sa sœur, qui aurait été ici au château, Gilonne de Gouberville. Mais tout reste à tester. On a des mentions là qui nous indiquent que c'est là, mais sans plus d'autres détails. Voilà pour l'église. Direction le château. Maintenant le château, avec aussi des choses inintéressantes au niveau de l'histoire de la commune. Et bien voilà, donc nous sommes arrivés au bout du chemin qui passait donc devant l'église. Et voici le château. Alors, effectivement, autre lieu historiquement intéressant hein, pour notre commune, chargé d'histoire, effectivement. Alors, on est devant une bâtisse hein, qui est récente au niveau de sa construction, fin 19e, début du 20e, fortement remaniée, mais qui est certainement sur à l'emplacement d'un manoir seigneurial beaucoup plus ancien, puisqu'on a des mentions dès le XIIe siècle hein, d'un manoir seigneurial. Du coup, beaucoup d'histoires tout au long de sa vie, on va dire, à ce château. On va remonter dans le temps petit à petit. Actuellement, donc, il est la propriété de Monsieur Brousselin, qui nous accueille gentiment aujourd'hui, qui l'a restauré pour une partie. Anciennement, les derniers propriétaires, c'était la famille de la Montagu de Flers, dont on a vu le carré dans le cimetière, hein, pour faire le lien avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc famille qui employait, alors voilà, parce que j'ai plein de choses à dire sur ce château, je ne sais pas par où commencer, qui employait, qui était le lieu de vie essentiel de cette commune, dans le sens où beaucoup de gens, d'habitants de la commune travaillaient hein, en tant que domestiques, en tant que jardiniers, en tant que conducteurs de carrosses, enfin, et j'en passe. Hein. Je vous emmène voir de plus près. Alors, nouvel arrêt, on s'est rapproché, simplement pour évoquer et là c'est attesté par des documents qu'on a retrouvés dans notre quête du chartrier des Mévé. Alors c'était pas lié directement au chartrier, mais c'est des pièces pour rappeler simplement cette histoire du chartrier très important, qui a été littéralement pillé hein, dans les années 1980 suite à une absence suite au départ du gardien à qui avait été confiée la gestion et le gardiennage de ce château, parce que la famille d'alors, de la Montagu de Flers, vivait sur Paris. Chartrier pillé, pour lequel on retrouve régulièrement maintenant des pièces qui remontent, et les dernières en date, quelques-unes dernières en date, ce sont des plaques photographiques qui nous montrent un petit peu la vie de cette famille de Flers à la fin du 19e siècle, début du 20e. On voit Madame de Flers dans sa carriole tirée par un cheval et qui avait l'habitude hein,
de faire le tour de sa propriété, qui était entourée d'une double haie à l'époque, et d'ailleurs double haie qu'on retrouve tout autour du cimetière. On l'a pas forcément remarqué tout à l'heure, mais c'est aussi une caractéristique, une originalité du cimetière de la commune. Il est ceint d'une double haie végétale, qui ne serait pas sans rappeler cette double haie qui existait tout autour du domaine et qui bordait un chemin emprunté par Madame de Flers et sa carriole. Des photos qui nous font aussi voir un petit peu, percevoir comment se présentait, comment était la vie fin 19e, début du 20e, dans le sens où on a des photos d'un terrain de tennis, où jouent donc les habitants, les membres de la famille de Flers. Voilà pour cette partie-là. Je vais vous proposer de nous rendre sur une partie ancienne, le fameux portail daté de 1592. On le retrouve d'ailleurs donc inscrit. On retrouve cette date inscrite, alors qui est une des parties les plus anciennes, à côté d'autres structures du bâti. Je pense à une tour en particulier qui est encore existante, parce qu'il devait y en avoir un certain nombre de tours autour de ce manoir. Une est toujours existante. D'ailleurs, cette tour qu'on apercevra a été utilisée par les Allemands qui occupaient le site comme plateforme pour installer une DCA. Donc elle a été étêtée, cette tour, et était installée là, une DCA. Parce qu'il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le château était effectivement beaucoup occupé. On estime à entre 250 et 300 Allemands de différents escadrons, différents régiments qui ont stationné là. En particulier, on a séjournait un groupe de géologues de l'armée allemande qui travaillait sur le mur de l'Atlantique. Allemands qui vivaient dans les communs du château, dans le château, dans des baraquements en bois et dans les habitations de la commune. On a plusieurs habitations de la commune qui étaient occupées pendant plusieurs années, les habitants devant partager leur habitation avec des soldats allemands. On va se rendre à côté du portail. Du coup. Je vais vous signaler l'emplacement. On en voit les restes d'une chapelle liée au château, qui tombait en ruine et qui n'a pas été restaurée. Et on était là, ou qu'on retrouve encore sur les cartes postales anciennes. D'accord. Voilà. Donc on est devant le magnifique portail du château, du manoir, une dépendance du château des Mévés, partie très ancienne dont on a encore quelques traces. Donc du coup, et date avérée de 1592. On voit encore une sculpture là, abîmée, détériorée. Mais on voit encore un home ici.
Et donc, il y avait plein d'éléments par rapport à pour faire le lien avec la fameuse voie qu'on évoquait, hein, qui jouxtait le cimetière d'Émévé. Cette voie devait passer, l'entrée principale du château, du manoir seigneurial, devait se trouver dans ce secteur. Et rejoignait ensuite le marais qu'on va apercevoir tout à l'heure. On va voir aussi ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les fameuses tours d'angle, dont il en reste un exemplaire. On a une aile imposante, effectivement, avec assez peu d'ouverture. Ça fait penser tout de suite à un mur, fortifié. Voilà, un mur défensif. Tout à fait. Et nous avons à notre gauche, en face, hein, le Ham. Alors, il nous faut imaginer, hein, effectivement, cette fameuse voie réclamée par la population au XVe siècle, à l'encontre du désir d'Ercambourg de Sainte-Mère-Église, seigneur de l'époque. Il ne souhaitait pas ce passage le long de sa demeure. Il nous faut imaginer donc cette voie réouverte pour la population et qui rejoignait le Ham par un gué certainement, d'où, pour faire le lien avec ce qu'on a dit au tout début, avec cette dénomination très particulière, l'origine de la dénomination d'Émévé, les gués des habitants du Ham. Le marais, et derrière nous, la tour, une tour d'angle, été, comme je vous le signalais tout à l'heure, à l'occasion du stationnement de la troupe allemande lors de la dernière guerre mondiale. Alors, ont disparu aussi plusieurs bâtiments. On a encore des photos où il y avait des écuries, des burets à cochons, hein, dans cette partie-là, qui maintenant ont disparu. On va pouvoir faire le tour complet du château. On aperçoit là-bas les fameux moulins du Ham, Roupsart, pour ne pas le citer, hein, qui aussi exploite un autre lieu dans le Val de Serre, que vous connaissez tous. Cette tour est aussi un des éléments anciens qui persistent, avec en particulier où on aperçoit les arquebusières à plusieurs endroits.
une autre aile du château. Finalement, une belle surface de bâti. Voilà, on a quasiment bouclé la boucle. On fait le tour du château. Simplement signaler un bâtiment particulier où j'évoquais la famille de la Montaumbault de Flers tout à l'heure, qui avait pour l'époque déjà des moyens techniques de confort très importants et une grosse chaudière de production électrique, autonome, indépendante, bien avant les habitants de la commune. Et elle était située à cet endroit. Merci Jean-Marc pour cette belle visite. C'était un grand plaisir, Christine. Merci à vous de vous être déplacée dans ce lieu qui m'est très cher. Et puis j'aurais eu plein d'autres choses à dire. Il y a eu plein d'oublis. Simplement, moi je veux inciter nos lecteurs et nos spectateurs à venir à Aimévé. Il y a des occasions de visite multiples et variées. Venez voir ce patrimoine très riche de nos communes. Ben voilà, on finit sur cette note. Je remercie tous les gens qui regardent nos vidéos. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un commentaire si vous le désirez, ça nous fera plaisir. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.